Bonjour et bienvenue à tous dans le podcast de France TV Sport. Chaque semaine, nous partons à la découverte d'un sportif ou d'une sportive qui représentera la France aux Jeux Olympiques de Tokyo. Double championne d'Europe en salle en pentathlon, double championne d'Europe en plein air sur l'heptathlon, elle a participé à 3 Olympiades depuis le début de sa carrière. Nous recevons aujourd'hui Antoinette Nanadjimou. Avant d'évoquer le présent, mais aussi votre avenir, nous allons faire un bond dans le passé. Antoinette, vous êtes née à Douala, au Cameroun, il y a 34 ans. Quels souvenirs en gardez-vous ? De très beaux souvenirs, puisque j'étais une petite un peu agitée, qui aimait bien s'amuser avec les garçons, j'aimais toucher à tous les sports et c'était... En fait, c'est le seul souvenir qui me reste, en fait. Parce que je suis venue assez jeune quand même en France, donc je me rappelle que de ça. Des bons petits plats aussi. Vous pratiquez quel sport à l'époque ? Je pratiquais pas de sport quand je suis arrivée en France. C'est juste que en Afrique, je m'amusais juste, je faisais du sport devant la barrière. Je jouais au foot avec les garçons, je faisais du hand, du basket, mais le seul sport que je faisais pas, c'est l'athlétisme. Pour revenir, si je vous parle des bancs de l'école, ça vous évoque quoi ? Les bancs de l'école en Afrique, ça m'évoque des salles de classe avec 50 personnes dedans. On était serrés, je me rappelle, on était 6 sur le banc. Mais moi, j'aimais ça. Parce que c'était pas des bancs individuels comme en France, c'est des bancs où on est assez proches quoi, avec les autres collègues. Et c'est quoi vos meilleurs souvenirs peut-être de classe, comment se dit ? Les meilleurs souvenirs, c'est quand, par exemple, le prof il nous demandait d'apprendre nos leçons, parce que le lendemain, il fallait les réciter par cœur. Il y a souvent, je le faisais pas et on se faisait fouetter. Et moi, comme je savais que j'allais me faire fouetter parce que j'ai pas appris, je mettais plusieurs shorts, comme ça, comme fouette, je sens rien. Et à l'école, justement, quelle était votre matière préférée, votre matière détestée ? La matière préférée à l'école, je sais pas. J'étais un peu fofolle, moi. J'aimais bien la géographie, j'aimais pas les maths, c'est tout. Est-ce que, alors, pour revenir justement au sport que vous pratiquiez, vous avez découvert donc l'athlétisme en France quand vous êtes arrivé en France, c'est ça ? 99, j'avais quel âge? J'avais 11 ans, 12 ans, mais j'ai commencé l'athlétisme à 15 ans. Plus vieille, plus vieille. Vous disiez souvent, là où j'entendais justement parler tout à l'heure, vous disiez que vous vous ennuyiez peut-être avant justement, peut-être que l'athlétisme a permis de vous canaliser par rapport à ça ? Non, quand je dis je m'ennuyais, c'est parce que, par exemple, en Afrique, moi, je vivais pas dans un bâtiment, je vivais dans une concession. En concession, c'est des maisons. En fait, on se retrouvait toujours avec plein d'autres enfants, on s'amusait. Donc, je finissais les cours, je mangeais, j'allais jouer, je revenais, je faisais tu fais tes devoirs et après tu repars rejouer. Donc, je suis arrivée en France, mon papa, il habitait dans le 19e, dans un grand bâtiment. Moi, j'habitais pas dans un grand bâtiment en Afrique. Qu'est-ce que je faisais? Je sors pour aller à l'école, je rentre, il y a rien qui se passe. Et quand est-ce que vous avez justement, quand est-ce que l'athlétisme, ça a été quel moment? On vous a inscrit à une école d'athlétisme? Non, j'étais au collège. C'est par rapport à l'UNSS, en fait, que j'ai commencé l'athlétisme. Parce que je me suis inscrite à l'UNSS comme c'est tous les mercredis. Comme ça, au moins, le mercredi, je restais pas à la maison sans rien faire. Je me suis inscrite à l'UNSS, je faisais d'abord le hand, après le basket. Après, l'athlé, c'est venu vraiment par hasard, vraiment, parce que la prof, elle arrêtait pas d'insister. Oh, ça serait bien que tu fasses un peu d'athlé. Je dis, ah non, j'aime pas courir. Bah... et c'est comme ça, j'ai essayé. Et en fait, après, j'ai pris goût. Et ça a été, il y a un déclic ou pas pour l'athlétisme? Non, mais jusqu'à là, il n'y avait pas de déclic. On va dire le déclic, il a vraiment commencé en 2004, quand je vais au monde junior, où je finis au pied du podium, je fais 4 moins bonne perf, j'avais la dernière perf des qualifiés. En fait, c'est à partir de là, j'ai dit: «Ah, en fait, tu es douée pour ce sport». En fait, c'est de là, j'ai commencé à le faire, mais toujours pour le plaisir, toujours juste pour passer le temps. Mais au fur et à mesure, médaille, elle arrive, là, c'est plus le plaisir, là, maintenant, ça devient une passion. C'est ça, en fait. C'est comme ça a commencé. Et à la base, donc vous n'étiez pas heptathlète? Non, j'ai commencé directement à heptathlon. Parce qu'en fait, je suis arrivée quand la prof elle m'avait conseillé de faire de l'athlétisme, c'est parce que j'avais couru à l'UNSS le 200 mètres avec les hommes. J'ai pu me qualifier au championnat de France UNSS, où j'ai fini 3e. En fait, à partir de là, elle a dit ce serait bien que tu t'inscris dans un club pour pratiquer de l'athlétisme. Je me suis inscrite à Montreuil la même année, où arrivé, comme j'étais jeune, on m'a dit tu vas goûter un peu à tout, tu vas pas faire que du 200 mètres. En fait, ils m'ont fait goûter à tout et moi, ça m'a plu. Le fait j'allais en compétition, je faisais au moins 7 épreuves, 10. Je faisais 100 mètres, je faisais 200, je faisais la hauteur, je faisais la longueur, le triple saut. Je faisais tout. On m'a dit, tu peux pas tout faire quand tu vas en compète. Tu es obligé de choisir. Et c'est de là que mes coachs ils m'ont orienté vers l'heptathlon et depuis, j'y suis. J'ai jamais fait autre chose.
Et justement, si on, justement pour revenir au CA de Montreuil, les premiers souvenirs, quelles personnes vous a le plus marqué? Peut-être qu'ils vont vous faire confiance tout de suite. Bah, c'est mes 2 premiers coachs, Christophe Lemaître et Hélène Bossé. C'est les 2 en fait qui m'ont dès qu'ils m'ont pris, ils ont vu que j'avais des qualités, parce que c'est eux en fait, ils m'ont plus vraiment orientée vers l'heptathlon. Puis ils ont vu que je m'entraînais pas pour faire de la hauteur. Je suis allée en compétition, j'ai fait 1,45 m par exemple. Le poids, j'étais pas douée, mais je lançais quand même. La longueur, pareil. En fait, ils m'ont plus pour moi, c'était des bons, comment je peux dire ça? C'était des bons formateurs. C'est eux qui m'ont formée en fait. Et à quel moment vous vous êtes dit, l'heptathlon, même l'athlétisme en général, c'est ça, je vais en faire ma carrière? Bah, à partir du moment où j'ai eu ma première médaille, c'était en 2009. En fait, c'est à partir de là, j'ai dit: «Ah ouais, en fait, c'est bon de goûter la vic», même si j'ai pas gagné, j'ai fini 3e, mais le fait d'être sur le podium, en fait, ça m'a encore donné un truc, ça m'a remotivée. Même si avant, j'avais déjà fait les jeux olympiques. Parce que moi, j'étais là, en fait, j'étais pas l'athlète, mon rêve, c'est de faire les jeux. Quand je suis arrivée en France, c'était pas pour faire du sport. C'était pour rejoindre mon père, aller à l'école comme tous les Africains font. Quand tu viens en Europe, c'est pour aller à l'école, faire tes études, voilà. Mais moi, je suis arrivée ici et j'ai été attirée par le sport, bah, j'ai profité de ça. Donc en fait, c'est ça, j'ai eu ma première, j'ai dit: «Oh, en fait, c'est bon, en fait, d'avoir la médaille». Et c'est de là, en fait, j'ai dit: «Ah bah, je peux en faire mon métier». Mon premier métier, c'est pas un métier, hein. Pour nous, c'est un premier métier. Et vous aviez un autre rêve en dehors d'être athlète de haut niveau? Non, quand j'étais petite, je voulais être pilote. Non, sinon, j'avais pas de rêve, d'être sportive ou non, c'était d'être pilote ou être comptable comme mon père. Quand j'étais en Afrique, j'aimais voir les avions, je sais pas, j'aimais bien, je regardais beaucoup des films par rapport aux avions, les trucs comme ça m'a toujours attirée, je sais pas pourquoi. Dans votre parcours sportif, pour revenir à ça, est-ce que, par rapport à vos parents, est-ce que justement ils vont plutôt encourager ça ou ils étaient plutôt réticents à la base? Au début, oui, au début, parce que mon père, c'est un homme très intelligent, donc lui, pour lui, c'est l'école, c'est pas le sport. Donc au début, il était pas trop pour que j'aille faire du sport. Mais après, quand il a vu que c'était vraiment devenu le truc que j'aime, en fait, après là, il a commencé à m'encourager. Il me disait plus trop: «Arrête ton sport, tu vas à l'école», c'était plus trop ça. C'était: «Moi, mon objectif, ma fille, il faut que tu aies ton bac, après tu fais ce que tu veux». Donc c'était ça. Donc non, non, il m'a encouragée après. Et donc, pour revenir justement à votre carrière, vous atteignez un peu le firmament avec 2012, justement avec les JO de 2012, 4e au pied du podium. Ouais. Comment vous vivez ça? Plutôt comme quelque chose de très positif, même si vous avez justement un petit titre en Europe, ou c'est un peu la déception totale? Si en 2009, on m'aurait dit que j'aurais fini 4e au jeu, j'aurais jamais cru. Mais c'est vrai que le fait d'avoir eu la médaille en 2009, ça m'a encore remotivée à faire ça sérieusement. Parce que moi, l'athlétisme, je faisais pas ça sérieusement parce que j'allais en cours et j'allais m'entraîner l'après-midi. Donc je m'entraînais pas comme une athlète de haut niveau. Mais après, quand je suis allée à l'INSEP, bah, là, c'était vraiment, là, j'ai senti que c'était le haut niveau. Donc à partir de là, bah, en 2011, je fais championne d'Europe. Donc là, déjà, ça change ta façon de penser. Déjà, tu penses plus comme une athlète qui fait juste le sport pour faire le sport. Je faisais maintenant le sport pour faire que des médailles. Dans ma tête, c'était ça. Je dis: «Si je vais en championnat, c'est pour gagner, c'est pas juste pour, participer», même si c'est bien de participer. À un moment, quand tu goûtes une médaille, tu vas plus en compétition juste pour participer. Tu y vas parce que tu veux rentrer avec une médaille. Et là, en fait, je suis allée à Bercy, bah, je gagne à la maison. Bah, là, c'était encore, le summum. Là, la motivation, elle s'est encore rajoutée, en fait, c'est celle que j'avais déjà. Et c'est comme vous avez dit, et j'ai fini 4e au jeu. Là, c'était déception totale. J'ai déprimé pendant au moins, je sais même pas, un mois. C'était dur. Vous n'êtes pas dit à ce moment-là, je vais arrêter ou je vais Non, continuer, non? je suis pas comme ça. J'arrête pas sur un échec. Moi, je suis moi, je suis persévérante, en fait. Je me dis: «Si j'ai pas eu ça cette fois-ci, peut-être la prochaine fois». Bah, c'est ça, en fait, non, j'ai pas arrêté. J'ai déprimé parce que le podium, il était pas loin, il était vraiment pas loin. C'est juste que comme je me suis loupée sur une épreuve, bah, ça a tout gâté. Bah, c'est le sport, c'est comme ça. C'était dur, mais bon. Encouragé après. Et par rapport à ça, justement, dans votre évolution, on voit qu'il y a quand même il y a quand même une régularité qui est assez hallucinante, parce que vous avez désormais 34 ans, justement, Ouais. et vous êtes championne de France, là, en 2019. Ouais. Comment vous vivez, vous, maintenant, à cet âge-là, où vous êtes plus, j'allais dire, sur La une fin. deuxième partie de votre Mhm. carrière? Comment vous le vivez justement maintenant? Vous vous dites, est-ce que vous appréciez peut-être plus ces moments-là? Est-ce que vous avez une forme de volonté de transmission vers... Bah, ouais, j'ai une volonté de transmission, mais c'est vrai que ça fait 4 ans que je suis dans le sud.
ça se passe pas comme je veux. Ça arrive parce que moi, tout a toujours marché depuis que j'étais jeune jusqu'à après les Jeux de Rio. Parce que j'ai voulu tout changer, j'ai changé d'environnement, je suis allée dans le sud pour changer, j'ai changé de coach, j'ai tout changé, donc ça marche pas comme je veux parce que là, tu fais des sacrifices et ça marche pas. Donc je sais même pas. Je sais plus. Mais justement, qu'est-ce qu'il y a pour vous, là, si vous analysez tout de suite, quel est peut-être le problème? Peut-être le coach? Non, c'est pas le coach. Je pense que le fait que j'ai voulu changer, c'est parce que déjà, en 2012, je finis 4e au pied du podium. Ce qui veut dire qu'en normalement, en 2016, tu es censé faire une médaille. Moi, en 2016, j'arrive, je perds mon titre à Amsterdam, je finis 2e au championnat d'Europe. Normalement, je suis censée avoir une médaille au jeu. Mais arrivé au jeu, ça se passe pas comme je veux. Puisque un mois avant ma préparation, elle a été bloquée par les blessures. Donc, j'ai eu un mois d'arrêt. Je vais aux Europes, je finis 2e. Après les Jeux, c'est 3 semaines après. En fait, arrivé au jeu, j'étais prête, on va dire, une semaine trop tôt. Pendant la compète, j'étais inexistant, j'étais pas là. En fait, là, j'étais spectatrice. Je regardais les autres faire. Je comprenais pas qu'est-ce qui se passait. Je ne pouvais même pas contrôler mon corps. J'ai pas réussi à expliquer qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là. Donc après, je suis allée à Montpellier, je me suis dit: «Je vais aller à Montpellier, je vais essayer de faire que du sport, me concentrer à faire que ça». Parce qu'à Paris, je faisais plein de trucs. Je faisais des études de styliste, je faisais plein de choses, en fait. Je me reposais pas, en fait. Je me suis dit: «Là, tu vieillis, c'est bien, il te reste 4 ans, il faut que tu le fasses bien, va faire que du sport». En fait, en faisant que du sport, ça marche pas. Où il y a la sportive et les à côté. Oui, Vous préparez déjà votre après-carrière, justement, ou même vous vous dites, je sais pas si vous avez, j'imagine, lu l'interview ce matin d'Emilie oui, Andel, oui, sans aller jusque-là, oui. mais c'est vrai que c'est peut-être plus difficile, notamment pour des athlètes qui ne sont pas plus médiatisés, l'après-carrière ou même pendant carrière, s'il y a des problèmes. Est-ce que justement vous pensez à ça? Si, moi, je pense à ça. C'est vrai qu'au début, j'y pensais pas trop l'année dernière, mais là, depuis, j'y pense parce que je me dis: «Je veux pas attendre d'avoir fini, ma carrière pour commencer à faire une formation», par exemple. La chance que j'ai eue, c'est que moi, je faisais ma formation pendant que je m'entraînais. Parce que moi, j'ai toujours voulu faire ça parce que j'aime bien avoir quelque chose d'autre à côté. Mais le fait d'être allée à Montpellier, j'ai pas eu d'autre chose à côté. J'ai fait que ça. Je me suis dit: «C'est pas grave, quand je vais arrêter, je vais reprendre». Mais en fait, non. Pendant ces 2-3 ans, j'ai vu que ça marchait pas. Cette année, par exemple, j'ai repris une formation parce que quand j'étais enfant, à Paris, je faisais styliste modéliste et en fait, comme j'ai laissé, arriver à Montpellier, j'ai trouvé une école privée où je faisais du relooking conseiller en images, puisque c'est toujours dans la même chose, hein, c'est la mode, donc c'est toujours pareil. Donc j'ai préféré comme je n'étais pas qualifiée pour Doha, je me suis inscrite et j'ai fait 3 mois plein pot. Et votre objectif, justement, c'est de faire une carrière là-dedans? Oui, c'est que dès que je finis, je commence à travailler, pas que dès que je finis, je commence à réfléchir qu'est-ce que je veux faire. Parce que ça, c'est vrai que souvent, on n'est pas préparé à ça. Par exemple, moi, je pense que par rapport à l'Académie Lee, je pense qu'elle n'était pas préparée dans le sens où tu fais championne olympique. Normalement, tu es censé continuer, pas arrêter. Donc moi, je pense que peut-être pour elle, elle n'était pas prête encore. Ça, c'est des trucs comme je dis, le sport, tu sais jamais quand ça s'arrête, donc on n'est jamais préparé à la fin. Et quelle différence il y a entre le milieu du stylisme, de la mode, justement, et le milieu sportif? Est-ce que vous avez vu des similitudes? Les similitudes, le seul truc, c'est les jeux quand on nous habille, mais je vois pas trop de similitudes puisque non, parce que la plupart des sportives, je trouve il y en a, elles sont pas assez féminines, donc non, il y a pas de similitudes. Le seul truc, c'est le défilé. On fait pas de défilé, mais on est sur la piste, il y a du monde qui nous regarde. Mais après, c'est pas pareil. Et qu'est-ce que ça vous apporte, justement, d'être dans le stylisme à côté, de développer votre activité, votre Mmh. passion, votre deuxième Mmh. passion? Moi, ça m'apporte, déjà le fait que c'est pas parce que je fais du sport que je peux pas être, féminine. Ça m'apporte déjà ma satisfaction personnelle et le fait aussi, moi, j'aime bien voir les gens beaux, j'aime bien rendre les gens beaux, je sais pas, c'est un truc que j'ai. Et par rapport à ça, vous, par exemple, après votre carrière, vous imagineriez, là, vous parlez de conseiller en images, de Oui, stylisme, oui. dans quoi vous voudriez vous développer, vous? Mais en fait, moi, pour l'instant, j'aimerais d'abord travailler pour une maison de couture si j'ai l'occasion. Parce que je pense que ça va être dur d'ouvrir un truc tout de suite à mon nom, parce que c'est un milieu un peu cruel. Donc, je pense que je vais d'abord aller travailler pour une maison de couture pour apprendre, parce que moi, j'aime bien apprendre. Et après, on verra par la suite, je sais pas ce qui va se passer, ça va vite, hein. Ça peut mal se passer comme ça peut très bien se passer. Donc, Votre carrière s'arrête après les Jeux, potentiellement? oui, oui, parce que là, je commence à me préparer déjà, parce que c'est bien pour parler que tu vas arrêter. Parce que tu peux dire que tu arrêtes, mais en fait, tu arrêtes pas vraiment. Non, là, il faut que j'arrête.
Moi, j'ai dit, il faut que j'arrête quand je suis encore bien, pas que j'arrête quand mon corps, il n'en peut plus, ou j'ai des blessures qui vont me faire arrêter ma carrière bizarrement. Je préfère arrêter sur une bonne note. Comme mon coach, il m'a dit dernièrement, il m'a dit, mais si tu fais une médaille, tu vas arrêter? Je dis oui. Il dit, t'es sûr? J'ai dit oui. J'ai dit oui, oui, c'est mieux de s'arrêter sur une bonne note. Faut pas brûler, faut pas brûler, faut pas se brûler les doigts. Donc, Et ça pourrait être votre... Donc, même si vous avez déjà pensé peut-être à... Si vous n'avez pas de médaille ou si vous n'avez pas une performance, est-ce que vous avez peut-être pensé, en vous disant, c'est votre dernière compétition majeure, ou vous souhaitez peut-être en faire une dernière après, comme vous dites, pour finir sur une bonne note? oui, bah, je veux faire les Jeux, et après ça tombe bien, comme il y a les Europes à Paris, bah, je veux finir à Paris en août. Donc oui, ça sera ma dernière. Récemment, il y a une tribune autour du dopage qui a Oui. été faite justement par rapport à ça. Donc vous êtes signataire, si je dis pas de bêtises, ou Oui. peut-être, ouais, voilà. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus justement par rapport à cette tribune? Bah, en fait, on a trouvé bien de faire ça. Pourquoi? Parce que là, en fait, en ce moment, l'athlétisme, on n'a pas une bonne image. L'image de l'athlétisme, en fait, moi, je l'ai pas connue comme ça. Là, en fait, en ce moment, quand on parle de l'athlétisme, on parle de dopage, ou on parle des athlètes, on n'a pas de médaille, on est nuls. En fait, c'est que ça que j'entends. En fait, moi, je trouve que en tant qu'athlète, inconsciemment, ça nous touche parce que la préparation, elle est plus faite pareil. Ce qui se passe dans la fédération, on est là, peut-être on ne dit rien, on a l'impression que ça ne nous fait rien du tout, mais ça nous touche quand même puisque ça fait partie de l'organisation. Il y a des décideurs, mais ça ne se passe pas comme ça doit se passer. Bah, il fallait faire quelque chose parce que les gens ils avaient l'impression que nous, on s'en foutait de ce qui se passait dans la fédé. Après le dopage, ça arrive, mais vous voulez qu'on vous dise quoi? Il y a des gens qui trichent. Après, ils se font attraper. Et vous, qu'est-ce que vous avez justement pensé peut-être à des axes de... Bah, Kevin Mayer disait, en étant un peu extrême, qu'il voudrait justement, lui, pendant sa préparation au jeu, on le suive tous les jours, chaque minute quasiment, pour Oui. voir qu'il n'est pas dopé. Vous, qu'est-ce que vous pensez de... Ça sert à rien de faire ça. Parce qu'il y a des gens qu'on suit, la preuve, ils sont dopés. Ils courent avec des trucs Iron Clean. Ça sert à quoi? C'est pas parce que vous allez me suivre tout le temps que c'est ça qui va prouver que je ne suis pas dopé. Je voulais revenir justement à Axé maintenant sur la question des femmes dans le sport, justement, de manière générale. Je voudrais vous poser une question. Lors des premiers Jeux Olympiques en 1894, est-ce que vous connaissez le pourcentage de femmes qu'il y avait aux JO? Par rapport aux hommes, pas beaucoup, je pense. Il y avait pas... Je connais que le chiffre, peut-être. Il n'y avait pas peut-être 100 femmes. Il y avait 2% de femmes, Que deux. 98% d'hommes. Ça, je sais qu'il y avait eu plus. Les premiers jeux, là, je sais qu'il y avait plus d'hommes que de femmes. Mais je ne sais pas combien. De combien. Est-ce que justement pour vous, bon, même si c'était il y a 120 ans, c'était une autre époque, qu'est-ce que ça vous évoque ce chiffre justement quand on parle de ça? Je ne sais pas ce que ça m'évoque, puisque moi, en fait, ça c'est des trucs qui ne me touchaient pas avant. Donc, ouais, non, mais non, je sais pas, c'est catastrophique. Je sais pas. Et vous, comment vous voyez par exemple aujourd'hui la place tout simplement des femmes dans le sport de haut niveau, l'évolution qu'il y a eu, mais même, voilà, qu'est-ce que vous pensez justement si vous deviez faire un constat justement? Ben, je pense qu'il y a eu beaucoup d'évolution, puisque maintenant, on parle beaucoup plus de femmes, mais ça dépend des sports. On parle beaucoup plus de femmes parce qu'elles font des exploits. Et je pense que peut-être, par exemple, par rapport à l'époque, c'était le début, donc il n'y avait pas peut-être des performances extraordinaires, mais bah, maintenant, je trouve que la femme, elle a une place elle a une place dans le milieu du sport, mais c'est pas encore assez, pour moi, médiatisé à mon goût, en fait. Et j'imagine que vous devez penser comme ça, mais est-ce plus difficile selon vous d'être une femme dans le sport de haut niveau aujourd'hui par rapport à un homme? Oui. Moi, je donne un exemple. Par exemple, là, on a eu la chance pendant la Coupe du Monde, on a pu montrer le foot à la télé sur TF1. Ça, c'était bien. Moi, j'ai bien aimé. Mais il y a d'autres sports, bah, comme le hand, bah, ça passe pas sur une chaîne nationale comme ça. Ça passait sur W9 ou je sais plus quelle chaîne d'autre. Et moi, je trouve ça dommage. Il faut que ce soit un sport populaire pour qu'il puisse passer sur une chaîne. Non, c'est pas normal. Et justement, en termes de sponsoring, est-ce que vous, durant votre carrière par exemple, est-ce que vous avez des difficultés par rapport à ça justement? Je sais pas, vous avez dû entendre parler d'Alison Felix qui pendant justement sa grossesse, Nike a annulé son contrat. Est-ce que vous justement vous avez eu des problèmes par rapport à ça? Pas par... Non, non. Oui, non, non. Moi, franchement, j'ai toujours eu beaucoup de chance parce que moi, j'ai le même sponsor depuis que j'ai commencé, qui est ASICS. Ils m'ont toujours soutenu dans les bons et dans les mauvais moments. Donc moi, j'ai jamais eu vraiment de problème avec les sponsors. J'en ai pas eu plein, hein. J'en ai eu un, c'est le principal, c'était ASICS. J'en ai pas eu 10 000. Donc eux, par contre, ils ont toujours été réglo, donc
j'ai pas eu le même problème. Et je vais aborder une question qui est maintenant peut-être plus délicate. Il y a eu quand même, au-delà de l'affaire d'Ophélie Claude Boxberger, il y a des questions aussi, pas obligatoirement dans le monde de l'athlétisme, mais de manière plus générale, la question du harcèlement, justement. Il y a eu beaucoup d'affaires, on n'a pas cité les plus récentes, notamment dans l'athlétisme. Par rapport à ça, justement, est-ce que vous pensez que les femmes sont assez protégées dans ces mondes-là par les fédérations ou pas du tout? Quel constat vous dressez justement par rapport à ça, ce genre On n'est pas assez protégé, je pense, parce que c'est comme si en fait on n'a pas notre mot à dire en fait. Donc, quand on voit ça, quand je vois ce qui est arrivé, c'est comme si tu parles, tu vas dire ouais il m'a fait ça, mais on va pas te croire parce qu'on va dire mais arrête, c'est toi, tu as dû le chauffer pour que ça arrive. Ça c'est des trucs que j'entends souvent, donc. C'est Non, quelque y a- chose. c'est quoi Vous avez déjà entendu beaucoup, parce que c'est vrai qu'on prenait l'exemple de Giscard Samba justement Ouais. avec l'affaire qu'il y avait eu. Est-ce que c'est quelque chose où vous avez déjà entendu beaucoup parler de ce genre d'affaires justement, ou c'est quelque chose qui notamment avec MeToo, a volé en éclats et que la parole des femmes justement est peut-être plus ouverte aujourd'hui, ou non, vous pensez que non? En fait, moi, je savais pas, déjà, je savais pas qu'il y avait ça dans l'athlé, là. C'est depuis l'histoire, en fait, jusqu'à, en fait, il y en a plein qui se sont suivis derrière. Bah, c'est bizarre quand même. On va pas me dire que, par exemple, la fédération, je sais pas si la fédération était au courant, mais d'après ce que les filles, elles ont dit qu'elles avaient déjà porté plainte. Elles avaient déjà dit aux responsables comme quoi il y avait ça. Après, je sais pas. C'est quoi votre rêve ultime maintenant? Mon rêve, là, bah, c'est de finir avec une médaille à Tokyo. C'est que ça. Et une dernière question, où est-ce que vous voyez dans 10 ans? Je sais pas. Moi, je suis pas quelqu'un qui me projette aussi loin. C'est trop loin, ça. Déjà, là, je me projette déjà pour 2020, ça s'arrête là. Après, ça, c'est après. Dans 10 ans, c'est plus tard. En tout cas, merci beaucoup Antoinette, merci de nous avoir rendu visite. C'est un plaisir de faire cet entre-deux avec vous. Et je vous souhaite bonne continuation, notamment pour les JO. Merci à vous.